Bonjour à tous. Aujourd'hui, je reçois le spécialiste de politique énergétique et essayiste Fabien Bouglet. Bonjour Fabien, merci d'être là. Bonjour Béatrice, c'est un plaisir. Voilà, alors on va parler, il y a plein de choses à dire, il y a plein d'axes. On va évidemment réagir sur les trouvailles que vous avez faites avec Alexandre Jardin, il me semble, sur le ministre de l'Industrie et de l'Énergie, Marc Ferracci. Mais d'abord, en fait, je voulais vous entendre réagir sur la phrase qu'a déclarée François Bayrou, donc notre Premier ministre, il y a quelques jours, en parlant des incendies de l'Aude. Il parlait du réchauffement climatique. Alors depuis, on se demande si c'est pas un incendie d'origine criminelle, donc le réchauffement climatique parfois à bon dos. Mais en tout cas, il a dit avec ce réchauffement climatique, il faut changer nos modes de vie. Et vous avez réagi sur Twitter et vous avez dit, alors j'ai votre tweet, je vais le lire, et vous avez dit fake news, non François Bayrou, nous n'avons pas à changer nos modes de vie, ce sont les Allemands qui doivent fermer leurs centrales à charbon très émetteurs de gaz à effet de serre. Le mix électrique français est à 99% décarboné et sauve la planète. Donc j'aimerais que vous nous expliquiez en quoi ah oui, vous avez fait un autre tweet disant que l'Allemagne émet 10 fois plus de gaz à effet de serre avec sa politique d'énergie intermittente que nous, Énergétique. la France. Voilà, donc je voulais que vous nous expliquiez Oui, comment ça... en fait, voilà. En fait, Béatrice, c'est un véritable problème, cette intervention du Premier ministre qui dit qu'on va devoir changer nos modes de vie parce qu'il y aurait des feux dans le sud de la France. Et on va dire culpabilisant les Français en disant en gros, si les Français ne changent pas leur mode de vie, eh bien, on va continuer à avoir des incendies, on va continuer à avoir des canicules et on va continuer à avoir un désastre climatique, en quelque sorte. Et c'est là où vraiment, moi, je suis courroucé et scandalisé d'une telle attitude. Pourquoi? Pour deux raisons. D'abord, il faut bien rappeler que c'est le système électrique qui émet le plus de gaz à effet de serre et qu'ensuite, si tant est qu'on avait besoin de lutter contre le réchauffement climatique, la France n'a aucune leçon à donner au monde, puisque pour son système électrique, c'est quasiment 100% décarboné. Et on l'a encore vu ce matin, la France est à 18 grammes de CO2 par kilowattheure produit pour son mix électrique. Et l'Allemagne, alors qu'elle était avec un record de panneaux solaires, était à 170 grammes de CO2 par kilowattheure produit. Donc, s'il y a bien des pays qui doivent changer leur mode de vie, c'est sûrement pas les Français. Ce sont les Allemands, ce sont les Chinois, ce sont les Américains, ce sont les Indiens. Les Indiens, récemment, ont expliqué qu'ils avaient fait le record de charbon. Et donc, il y a un énorme paradoxe, c'est-à-dire qu'on demande aux Français de faire des efforts pour leur agriculture, pour leur industrie, pour leur énergie, pour leur électricité. On leur demande de mettre des éoliennes, mais pourquoi? Pour compenser les émissions de gaz à effet de serre de l'Allemagne, de la Chine, de l'Inde. C'est ça le problème. C'est que la France, finalement, elle a déjà fait sa transition énergétique et sa transition écologique. Elle est aujourd'hui un des pays, la France est un des pays les plus vertueux. Alors, pourquoi on s'entête? Donc, ça n'est pas vrai. Nous n'avons pas à changer nos modes de vie. C'est une fausse information. C'est pas parce qu'il y a un feu dans le sud de la France. Et en plus, on sait, et dans la presse, ils ont mentionné que 90% des feux étaient d'origine incendiaire. Et quand on sait par derrière que même certains feux sont suivis de démarchage pour installer des panneaux solaires, parce qu'une fois qu'on a débarrassé les forêts, eh ben, on s'empresse de mettre des panneaux photovoltaïques, il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'escroquerie écologique absolument insupportable. Et, je le dis souvent, on passe de la transition énergétique à la trahison énergétique. Et là, moi, je ne peux pas adhérer aux propos de François Bayrou, qui n'est pas scientifiquement fondé, qui n'est pas économiquement fondé et qui relève de l'imposture. Voilà, la France n'a pas à faire d'efforts
si tant est qu'il y a à faire des efforts sur le réchauffement climatique, la France, dans le concert des nations, n'a pas à faire d'efforts parce qu'elle a déjà fait tous les efforts et qu'elle est un exemple pour le monde entier. Alors on va me dire oui, mais le mix électrique, c'est 25-30% du mix énergétique. C'est vrai qu'on a 60% de consommation d'énergie fossile. Mais vous savez, Béatrice, que représente dans le mix énergétique la place des énergies intermittentes éoliennes et panneaux solaires? Moins de 2%. Moins de 2%. C'est-à-dire… Alors, je vous coupe parce qu'on va y aller progressivement parce que je voudrais revenir sur cette notion. C'est bien, vous appuyez sur un point qui me semblait bizarre, c'est qu'on a une énorme campagne de communication sur cette transition énergétique qu'on aurait à faire et sur laquelle on serait presque en retard à les écouter. Et en fait, on se rend bien compte qu'effectivement, ce sont nos parents, voire nos grands-parents qui ont déjà fait cette transition énergétique avant tout le monde et qu'ils ont déjà financé cette transition énergétique par leur travail et grâce au général de Gaulle, etc. Et donc, vient la question de pourquoi on nous fait cette campagne de communication abusive, voire mensongère. Est-ce que finalement, on travaille et on paye pour subventionner les mauvais choix énergétiques des Allemands, qui, eux, étaient totalement anti-nucléaires, qui continuent à l'être avec des lobbyistes qui sont infiltrés partout et en fait, subventionner le coût de leur énergie qui est très cher par rapport à la nôtre, finalement, est-ce que nos prix augmentent pour compenser les leurs? Tout à fait. C'est tout à fait ça et je l'ai décrit dans tous mes livres et en particulier dans le dernier Guerre de l'énergie au cœur du nouveau conflit mondial. En fait, en réalité, il faut bien comprendre ce point-là, c'est que c'est l'Allemagne qui fait tout pour détruire le système électrique français. L'Allemagne a un intérêt majeur à détruire notre système électrique basé sur le nucléaire. D'abord, en faisant en sorte de surenchérir notre électricité. Pourquoi? Parce que économiquement et industriellement, en ayant une électricité pas chère, on est beaucoup plus compétitif que les industries allemandes, puisque le coût de production, par exemple, dans la chimie ou dans l'industrie ou dans la construction de véhicules, le coût de production et d'électricité est un élément fondamental. Et donc, plus on surenchérit l'électricité française, et moins on est compétitif par rapport aux Allemands. Et puis, d'autre part, la France avait fait le choix du mix électrique barrage couplé au nucléaire, ce qui fait que la France, depuis le plan Mesmer en 1974, après le pic pétrolier de 1973, où on avait vu une explosion du coût du pétrole, et je fais une petite incise historique. Pourquoi il y a eu ce plan Mesmer? Tout simplement parce que le coût du pétrole ayant explosé, multiplié quasiment par 7, comme nos centrales électriques fonctionnaient avec du pétrole et du charbon, ça a fait exploser le coût de l'électricité. Et donc, Mesmer, qui était Premier ministre, a dit on va lancer de l'électricité à partir du nucléaire. Et à partir de 1974, on a construit 13 centrales nucléaires, puis 58 centrales nucléaires. Ce qui fait que d'abord, on a construit une industrie nucléaire extraordinaire. On était un des meilleurs dans le monde et qu'on était un des pays qui avait l'électricité la moins chère. Et dans les années 90, nos centrales nucléaires étaient amorties. Béatrice, imaginez un système électrique amorti, donc il coûtait très peu cher, si ce n'est l'entretien de la centrale nucléaire et la gestion des déchets nucléaires. Et donc les Allemands ne pouvaient pas supporter ce point-là. Et donc ils ont fait deux choses. D'abord avec l'Energiewende, donc qui est la doctrine qui a été lancée sur Gerhard Schröder, développement des éoliennes et sortie du nucléaire dans leur pays. Mais comme cette doctrine était une doctrine expansionniste, eh bien, ils ont voulu l'imposer à la France. Et pour imposer la sortie du nucléaire à la France, eh bien, il fallait monter des opérations de guerre économique contre le nucléaire français. On a découvert et on a des éléments qui montrent que l'Allemagne, par exemple, a financé des fondations intervenant en France, faisant des opérations de dénigrement du nucléaire français. Et donc, ils ont voulu imposer
le narratif de il faut sortir du nucléaire, il faut sortir des barrages hydroélectriques, parce que les ONG comment dire, allemandes sont aussi contre les barrages français, puisque barrages et nucléaire, c'est deux systèmes qui en plus ont cette particularité de ne pas émettre de gaz à effet de serre, d'être les plus vertueux. Et en fait, les Allemands, ils ont voulu vendre les éoliennes couplées avec les panneaux solaires. Et comme ils avaient du charbon, ils ont voulu remplacer le charbon par du gaz, et en particulier le gaz russe. D'où le pacte germano-russe, le pacte Schröder, du chancelier Schröder, avec Vladimir Poutine, et la construction du gazoduc Nord Stream 1 et 2, qui sont les gazoducs qui assuraient l'arrivée du gaz entre la Russie et l'Allemagne. Et c'est ce modèle que l'Allemagne a voulu imposer à l'Europe entière. Oui, et quand on a eu la crise… Oui. Pardon. Non, j'allais vous dire, tout ça, on le comprend à la limite, que les Allemands… Moi, je suis pour que les pays défendent leurs propres intérêts. Donc, que l'Allemagne se soit trompée et qu'elle défende ses intérêts et essaye de nous imposer quelque chose, à la limite, on va dire, de leur point de vue, pourquoi pas. Ce que je ne comprends pas, et ce que beaucoup de gens ne comprennent pas, c'est pourquoi nos dirigeants à nous, pour qui nous avons voté, qui sont censés protéger nos intérêts, pourquoi laissent-ils faire ça? Pourquoi ne nous sortent-ils pas en urgence du marché européen de l'électricité, ce qui ne veut pas dire sortir de l'Union européenne? Et puis, on sait très bien que l'Espagne et le Portugal ont eu des dérogations pour temporairement en sortir, en tout cas s'y soustraire. Bref, on ne comprend pas pourquoi nos dirigeants ne défendent pas nos intérêts et ne nous sortent pas de ce bourbier imposé par l'Allemagne. D'abord parce qu'il faut comprendre que l'Allemagne a usé d'opérations d'infiltration de nos institutions et aussi des partis politiques. Et en fait, ça a commencé au moment de la gauche plurielle du gouvernement de Lionel Jospin avec Dominique Voynet, où ils ont mis en place des opérations pour financer les éoliennes, sortir du nucléaire, fermer Superphénix. Dominique Voynet, qui était la patronne des Verts, avait des relations avec les Grünen allemands. Et donc, il y avait des relations de partis politiques qui existent toujours. Par exemple, les Europe Écologie Les Verts est très, très liée avec les Grünen en Allemagne. D'ailleurs, lorsqu'il y a eu une réunion antinucléaire d'Europe Écologie Les Verts l'année dernière, eh bien, il y avait un représentant de la fondation correspondant aux Grünen qui faisait l'introduction de ce colloque antinucléaire. Donc, ces liaisons ont fait que l'Allemagne a profité des partis politiques frères en France pour faire de l'alliance entre la gauche et Europe Écologie Les Verts et l'ancêtre d'Europe Écologie Les Verts, les Verts, pour mettre en place des législations de sortie du nucléaire, en particulier la loi de François Hollande de baisse de la part du nucléaire à 50% et la loi de déploiement des énergies éoliennes et panneaux solaires. Ça a commencé avec l'arrêt Cochet en 2001 sous la gauche plurielle et le gouvernement de Lionel Jospin, et ça a fini en 2012-2013 avec la loi de François Hollande de sortie et de développement de l'éolien. Le problème… En attendant, Macron, en arrivant au pouvoir, il aurait très bien pu inverser cette loi. Alors, il a inversé. Oui, il a mis du temps à l'inverser. Oui, mais enfin, au début, il ne l'a pas inversé tout de suite. Au début, ils étaient fiers. Je me souviens d'Édouard Philippe qui était fier avec Elisabeth Borne, il ne faut pas l'oublier. Ils avaient fait des déclarations parce que maintenant, ils sont tous pro-nucléaire. Mais au départ, ils étaient très fiers d'avoir fermé Fessenheim. Ils ont fait un 180 degrés quand même. Donc, en tant que cohérence politique, c'est hallucinant parce que, je veux dire, c'est un des premiers problèmes auxquels s'attaquer, c'est l'énergie quand on arrive aux manettes d'un pays. Oui, mais le problème, c'était l'électoralisme. C'est-à-dire que Macron, il avait besoin à l'époque des Verts et d'Europe Écologie Les Verts. Et d'ailleurs, il avait pris Nicolas Hulot comme ministre de l'Environnement. Et donc, au tout début de son premier mandat, en fait, il a une politique qui continue dans la logique politicienne de François Hollande, qui est l'alliance entre la gauche et les écologistes. Et en fait, Macron, il a continué de l'alliance, non plus avec la gauche, mais l'extrême centre et avec les écolos. Et donc, au début, le narratif
et tout le début du premier mandat d'Emmanuel Macron, ça a été vraiment de s'appuyer sur les écolos et sur Nicolas Hulot. Rappelez-vous, à l'époque, il avait plié pour les éoliennes en mer au large des côtes françaises, les premières, parce que Nicolas Hulot avait menacé de démissionner de son poste de ministre de l'Environnement. Donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est la rupture en 2021, et j'y ai participé puisque j'ai sorti mon livre Nucléaire, les vérités cachées, en septembre 2021, au moment où il y a eu le choc gazier qui était antérieur à la guerre en Ukraine, où le prix du gaz, il a été multiplié par 7, et là, on s'est posé des questions. Et mon livre Nucléaire et les vérités cachées avait été transmis, évidemment, aux représentants du pouvoir, et dans ce livre, j'ai un chapitre qui explique comment l'Allemagne avait mené la guerre à la France sur cette question. Et semble-t-il, ça a participé à l'accélération de la volte-face d'Emmanuel Macron. D'ailleurs, certains journalistes en off me l'ont dit, sur le fait que mon livre expliquait en fait pourquoi il fallait relancer le nucléaire et pourquoi il fallait lancer notamment l'étude sur les petits réacteurs modulaires. Et de ce fait, Emmanuel Macron, en octobre 2021, il a fait une volte-face dans le plan d'investissement 2030 en disant il faut investir dans les petits réacteurs modulaires, qui a été suivi par les annonces de Belfort en pleine élection présidentielle, où là, il a dit il faut lancer 6 réacteurs nucléaires plus 8 supplémentaires, ce qui fait 14 en tout réacteurs nucléaires. Et ce qui est effrayant dans ce que vous dites, bravo d'avoir fait ce livre et d'avoir participé certainement au changement d'avis du président, mais franchement, quand on arrive à des fonctions comme celle-là, on s'attend à ce que les gens aient une vision, un cap pour la politique énergétique d'un pays qui soit renseignée, qui soit claire. Il y avait déjà des gens qui pensait ça avant. Donc, pourquoi lui, président, arrive et a besoin de lire un livre pour changer d'avis? C'est effrayant, en fait. Alors, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on était dans le contexte préélectoral en septembre et octobre 2021. On était en crise gazière. Et si vous vous souvenez bien du débat entre Mélenchon et Éric Zemmour au tout début de la campagne des élections présidentielles à l'automne 2021, eh bien, Éric Zemmour, Valérie Pécresse et Marine Le Pen ont expliqué qu'elles allaient relancer le nucléaire. Et en fait, quand Emmanuel Macron a senti que la droite était en train de prendre un cap très important d'un point de vue non pas scientifique, mais d'un point de vue électoraliste, Emmanuel Macron s'est dit « Oh là là, il y a quelque chose à faire sur le sujet parce que je vais me faire doubler par la droite sur cette question au moment de la crise gazière de 2021. » D'ailleurs, je ne suis pas le seul à l'avoir dit parce qu'en octobre 2021, je vais présenter mes livres à la presse et je suis repris par l'Allgemeine Frankfurter Zeitung dont la correspondante française écrit un article qui s'appelle « La renaissance du nucléaire par Emmanuel Macron ». Et elle explique exactement que la raison pour laquelle Emmanuel Macron a lancé le teaser des petits réacteurs modulaires et la renaissance, et donc par voie de conséquence la renaissance du nucléaire français, c'est parce qu'on est dans un contexte électoral où la droite reprend le cheval de bataille historique du nucléaire et que j'ai rédigé ce livre qui interpelle en particulier sur la guerre de l'énergie avec l'Allemagne qui a infiltré nos institutions et en particulier les institutions européennes. Et donc, Emmanuel Macron est un pragmatique en même temps. Et donc, il ne fait pas une relance du nucléaire historique. Il dit, et on y est encore, et c'est le cœur de la réflexion, il dit « je vais relancer le nucléaire, mais on va faire du en même temps nucléaire, énergie éolienne et panneaux solaires. » Et c'est là où le bas blesse, parce que pour faire plaisir, en quelque sorte, à tous les réseaux des exploitants éoliens et des panneaux solaires, et tout ce réseau de lobbyistes, et qui ont bien compris qu'en maintenant le en même temps énergie intermittente avec le nucléaire, en fait, ça freinait le nucléaire. Et donc, c'était une manière de continuer à être anti-nucléaire. Voilà, c'est pour ça que, voilà, on est au cœur de
je comprends bien, je trouve ça effrayant à plusieurs niveaux. Encore une fois, effrayant que les décisions soient prises pour des raisons électoralistes et pas pour l'intérêt des Français. Deux, qu'il y ait en même temps et une continuation déguisée, comme vous le dites, d'arrêt finalement, enfin de ralentissement du nucléaire. Et justement, je voulais en arriver, vous avez fait ma transition sur les éoliennes, vous avez fait un tweet disant qu'il était scandaleux parce que Bruxelles a annoncé à nouveau des subventions de 11 milliards pour les éoliennes en mer de France. Oui, là, il y a 3 quelques centrales jours. éoliennes en mer flottante. Tout à fait. Voilà, 11 milliards. Donc voilà, ça c'est l'Union européenne. Donc apparemment, les Allemands, évidemment, sont aussi aux manettes, en tout cas leur idéologie est aux manettes à l'Union européenne. Et je voulais savoir si, quand on parle d'éoliennes et de panneaux solaires, on tient en compte on prend en compte le fait qu'il faut produire ces éoliennes et ces panneaux solaires qui sont en plus pas produits en France. Pour les éoliennes, c'est ailleurs en Europe. En tout cas, c'est pas français. Et juste, je finis parce que en fait, comme on a une connexion qui est pas top, je finis ma question et comme ça vous déroulez. Et déjà, la durabilité des éoliennes et des panneaux solaires est-elle prise en compte? Et le CO2 qui est dépensé, si on est dans cette logique-là, le CO2 qui est dégagé pour produire ces éoliennes et ces panneaux solaires, est-ce que tout ça est pris en compte dans leur histoire voilà, dans leur concept? Oui, parce que vous avez parfaitement raison, Béatrice. On nous dit souvent, on va développer les éoliennes et les panneaux solaires pour faire une énergie souveraine. Et alors, l'argument, c'est de dire que le soleil et le vent, il est souverain et que donc, on va produire de l'électricité souveraine avec le vent et le soleil qui est sur la France. C'est leur argument, hein. Mais sauf que 65% des éoliennes implantées en France terrestres sont allemandes et 30% sont danoises. Et dans le monde, les éoliennes européennes sont en train d'être supplantées par les éoliennes chinoises. L'essentiel des panneaux solaires sont chinois. Ouais. Pour les éoliennes, il faut des terres rares, dont 80 à 90% sont extraites en Chine. Même quand les éoliennes sont fabriquées en Europe, elles nécessitent des aimants permanents qui sont fabriqués pour 80-90% en Chine. Donc, les composants les plus importants des éoliennes sont chinois. Les pales d'éoliennes sont faites avec des fibres de carbone et avec du balsa qui est extrait en Équateur et qui contribue à la déforestation amazonienne. Donc, on est dans un délire. Le gouvernement nous dit oui, les éoliennes sont construites et il y a une industrie éolienne en France. Pourquoi? Parce qu'il y a une ligne d'installation des éoliennes à Saint-Nazaire. Alors, pour expliquer ce que c'est les mâts arrivent de l'étranger, les pales arrivent de l'étranger et les nacelles arrivent de l'étranger. Et ce qu'ils appellent une usine d'installation, c'est qu'on va mettre les nacelles sur les mâts et on y adjoint les 3 pales. C'est-à-dire c'est de l'IKEA où il y a 4 éléments à installer. Vous voyez, c'est ça l'industrie éolienne française. Et il y a une usine de pales éolienne au Havre, justement, la commune d'Édouard Philippe. Le hasard fait bien les choses dans ces choses-là. J'avance un tout petit peu parce que je vous ai promis qu'on ne durerait pas trop longtemps et on a tellement de choses à couvrir que… Mais juste pour le CO2, Béatrice, oui. Pour le CO2, juste pour expliquer que le bilan carbone d'une éolienne et d'un panneau solaire est évidemment moins intéressant que le bilan carbone d'une centrale nucléaire, puisque le nucléaire, c'est 4 grammes de CO2 par kilowattheure produit. Les éoliennes et les panneaux solaires, on est plutôt entre 15 et 30 grammes de CO2 par kilowattheure produit. Voilà. Alors, c'est déjà moins émetteur de gaz à effet de serre, même dans la construction, que du pétrole ou du gaz, mais ça reste quand même beaucoup plus impactant en termes de carbone et en termes de pollution. Voilà. Oui, je m'en doutais, c'est bizarre.
Alors, ça nous amène à ce PPE3 et ces 300 milliards potentiellement qui, en fait, la PPE3, il faut rappeler ce que c'est la loi de programmation énergétique pour la prochaine décennie, pour les prochains 10 C'est ans. ça. Et il y a des spécialistes qui ont des vrais spécialistes, pas des lobbyistes allemands, qui disent que ça va amener à doubler la facture d'électricité des Français à terme. Et donc, quand on double la facture d'électricité, qu'est-ce qui se passe? Il y a des délocalisations, forcément, puisque le coût de production est plus élevé. Il ne faut pas être sorti de X pour de l'école pour le comprendre. Ça mène à des défaillances, évidemment, d'entreprises. On l'a vu déjà, moi, quand j'étais chez TPMP, on recevait régulièrement des boulangeries avec des boulangers qui étaient désespérés, qui fermaient. Donc ça, c'était il y a 1 ou 2 ans. Donc imaginons avec des factures encore doublées. Et donc, un coût exponentiel pour l'économie et avec déjà une dette qui est colossale, les répercussions donc sur le chômage, le système social qui est déjà à genoux, donc on va tuer le pays en gros. Et Marc Ferracci, qui est le ministre de l'Industrie et de l'Énergie, voyez-vous, il est économiste. Alors ce monsieur, il doit bien comprendre, puisque tout le monde peut comprendre ce que je viens de dire, je pense, à moins que je me trompe, pourquoi ce monsieur qui est économiste ne voit pas ça? Alors, il faut préciser une chose importante. Il y a eu tout un débat depuis quelques mois parce que le gouvernement a voulu faire passer la programmation pluriannuelle de l'énergie par décret, déjà en avril et même cet été, en plein mois d'août. Sauf que les parlementaires, de leur côté, ont dit il faut une loi. Et donc, il y a eu un bras de fer entre le gouvernement et le Parlement pour qu'il y ait une discussion par la loi. En avril, la loi a été transmise à l'Assemblée nationale, puis au Sénat, et elle revient à la rentrée en septembre à l'Assemblée nationale. Et il y a eu un fait important cet été, c'est que, alors que François Bayrou, puisque juste pour expliquer en 2 mots le droit, vous avez une loi, la loi est faite par le législateur, par l'Assemblée nationale, et ensuite le gouvernement exécute la loi, et pour exécuter la loi, il publie un décret. Donc le décret, c'est une application de la loi des législateurs. Et ça n'est pas, le législateur n'a pas à être dicté par un décret du gouvernement. Autrement, on a fait la révolution pour ça. Hein. Il y a eu la révolution en 1789, justement pour contrecarrer le pouvoir du roi. Et donc, il y a eu cette Assemblée nationale qui a été constituée pour éviter que le roi ou le président n'impose son pouvoir. Et là, ce qui est tout à fait fascinant, c'est que, alors que le Premier ministre François Bayrou et alors que le ministre de l'Énergie, Marc Ferracci, avaient dit à l'Assemblée nationale qu'ils allaient attendre la fin des travaux parlementaires de septembre et d'octobre 2025, donc à la rentrée, sur cette programmation qui va fixer les grandes lignes de notre politique énergétique pour la prochaine décennie, celle qui peut avoir un impact considérable sur la facture d'électricité des Français, le doublement, les 300 milliards investis, eh bien, Marc Ferracci, le 1er août, Béatrice, le 1er août, a publié un communiqué de presse comme quoi il allait promulguer par décret cette programmation sans débat parlementaire, sans attendre la fin du débat parlementaire. Et donc, il a pensé qu'au mois d'août, tout le monde serait endormi sur les transats, sauf que tout notre réseau, tout le réseau des résistants énergétiques qui sont à la manœuvre pour empêcher notre pays de tomber en ruine, d'être tiers-mondisé, puisque derrière cette programmation pluriannuelle de l'énergie, c'est la tiers-mondisation de notre pays, eh bien nous avons agi et nous avons fait en sorte d'empêcher que le décret de Marc Ferracci soit promulgué en cachette au moment où les Français étaient en vacances. Et oui, mais c'est à ce encore une fois, moment-là
Pardon, Oui. encore une fois, ça ne répond pas à ce que je vous disais. Marc Ferracci est économiste et on a aux manettes du pays un Emmanuel Macron qui est le Mozart de la finance. Comment ces gens ne se rendent pas compte que ce PPE3 va mener la France à la tiers-mondisation? C'est ce que vous venez de dire. Ben, écoutez, c'est le poids des lobbies. Simultanément à cette politique où l'Assemblée nationale était en discussion et il y avait le décret, eh bien, vous avez eu tous les exploitants éoliens et les lobbies de la filière éolienne et panneaux solaires et de tous ceux qui allaient bénéficier de la programmation pluriannuelle de l'énergie, qui ont fait des courriers publics, qui ont fait des publications, qui ont fait des publicités dans les magazines pour conjurer Marc Ferracci et le président de la République de promulguer ce décret qui allait avoir un impact considérable. Le problème, et c'est ce que j'ai découvert, c'est que Marc Ferracci, en réalité, il a manifestement une liaison avec la filière énergétique qui pose une énorme difficulté. Et c'est ce que j'ai dévoilé récemment. On peut tout à fait en parler. C'est que d'un côté, il y a Marc Ferracci, ministre de l'énergie, qui est celui qui, ces derniers mois, promulgue et travaille sur une programmation pluriannuelle de l'énergie. Et de l'autre, il y a Marc Ferracci, qui est propriétaire d'une holding dont on découvre qu'elle a une filiale qui intervient dans la formation et dans le conseil dans le secteur énergétique. Alors, attendez, parce que votre caméra a coupé. Attendez, est-ce qu'on va vous retrouver? Est-ce que C'est je vais bon, pouvoir vous... on est revenu. Alors, attendez, parce qu'on a raté le principal. Donc, il a une holding, on a raté. Il a une holding qui a une filiale qui, je vous laisse On a d'un répéter. côté, je vais reprendre. On a d'un côté Marc Ferracci, qui est ministre de l'énergie, qui doit gérer et rédiger la programmation pluriannuelle de l'énergie depuis quelques mois. Et de l'autre côté, Marc Ferracci, qui est lui-même propriétaire et détenteur de 35% d'une holding dont on découvre qu'elle détient une filiale qui intervient dans la formation et dans le conseil dans le secteur énergétique. Et donc, si vous voulez, ça pose une énorme difficulté en termes de potentiel conflit d'intérêts, puisque on a un ministre qui intervient dans le domaine énergétique à titre de l'action publique, et on a un ministre qui est propriétaire de part d'une holding dont une filiale intervient dans ce même secteur énergétique. Et c'est ça qui est important. Alors moi, je ne suis pas magistrat, hein, entendons-nous. Moi, je ne prends que les éléments factuels auxquels j'ai accès en source ouverte. La source ouverte est la suivante. Oui. Non, je me demandais en fait que font la Haute Autorité pour la transparence, où est le parquet national financier qui en 24 heures pour 3 costumes. Moi, je suis apolitique, hein, je ne fais partie aucune boutique politique, donc voilà, mais tout le monde a pu constater la vitesse à laquelle une enquête a été ouverte pour les costumes de Fillon. Pourquoi quelque chose d'aussi explosif que ce que vous racontez? Parce qu'en gros, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il prend des décisions sur un secteur dont il pourrait potentiellement bénéficier financièrement, personnellement. Indirectement, donc, tout à fait. donc je vais reprendre pour que les choses soient bien claires. Qu'est-ce qui est ouvert? Marc Ferracci, dans sa déclaration de la Haute Autorité de transparence de la vie publique, est propriétaire de 35% de la holding Icar Finance. Icar Finance est détenteur dans les comptes d'Icar Finance. On a l'information selon laquelle Icar Finance détient 90% du groupe Alpha. Le groupe Alpha a une filiale qui s'appelle Secafi. Et quand on tape Groupe Alpha Secafi et Énergie, on découvre sur leur site internet de Secafi que Secafi a 30 consultants
qui interviennent dans les domaines de la croissance du nucléaire, la croissance des renouvelables et le développement de la transition énergétique. C'est marqué sur le site internet de Secafi dans la catégorie énergie. Donc, si vous voulez, ça, c'est du factuel. Moi, je ne prends pas position. C'est aux juridictions et c'est à la haute autorité de transparence de la vie publique de faire leur boulot. La particularité, c'est qu'à la haute autorité de la transparence de la vie publique, vous devez consigner les propriétés de vos valeurs mobilières, de vos actions et des secteurs dans lesquels interviennent ces actions. Le souci, c'est que Marc Ferracci n'a mentionné que 35% d'Icare Finance. Mais alors, ce serait facile pour un Premier ministre ou un ministre de cacher toutes ses activités en ne mentionnant pas l'activité des holdings. Et donc, sur la déclaration d'intérêt de Marc Ferracci, il n'y a pas la mention des filiales détenues et l'activité des filiales détenues par Icare Finance. Ça, c'est déjà un premier point. Et deuxièmement, le problème, c'est la liaison entre l'activité publique et l'activité privée. Et je vais, pour ce faire, vous renvoyer à l'article de loi de la loi de 2013 sur les conflits d'intérêts. Si vous avez un instant, je vais vous le retrouver et vous le lire. Alors, pendant que vous le retrouvez, moi… Ah oui, allez-y, allez-y. Article 2. Constitue un conflit. Alors, l'article 2 de la loi Sapin qui oblige la lutte contre les conflits d'intérêts des personnalités publiques et politiques. Constitue un conflit d'intérêts toute situation d'interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou à paraître influencer l'exercice indépendant, impartial et objectif d'une fonction. C'est ce qu'on appelle la théorie de l'apparence. Un conflit d'intérêts, ça c'est très important. Un conflit d'intérêts, ça n'est pas le fait que le ministre ait donné un marché à Secafi. Le conflit d'intérêts, il naît par l'apparence du conflit d'intérêts. C'est-à-dire que, à partir du moment où un élu a une fonction politique dans un secteur, le fait qu'il ait des intérêts personnels dans ce secteur donne l'apparence du conflit d'intérêts. Il n'y a pas besoin d'un acte positif. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin, par exemple, que le ministère de l'Énergie ait fait un contrat avec Secafi Énergie. Il suffit juste que l'élu ou le ministre ou le Premier ministre, il ait une activité dans le secteur pour lequel il a une fonction publique. C'est ce qu'on appelle, je répète, la théorie de l'apparence. Donc ça, c'est fondamental. La liaison entre l'intérêt privé dans le même secteur que l'action politique caractérise le conflit d'intérêts. Donc moi, je pose juste la question, je le pose à la haute autorité de transparence de la vie publique, je la pose à Emmanuel Macron, je la pose à François Bayrou. Comment Marc Ferracci peut-il rester ministre de l'énergie dans la mesure où tout ce qu'il signe est potentiellement caractérisable en vertu de la théorie de l'apparence en conflit d'intérêts. Je ne dis pas qu'il y a conflit d'intérêts, c'est le juge ou le procureur qui le décide. Alors, nous, on ne dit rien. Nous, on se pose des questions en voyant des éléments. Moi, la question que je me pose, c'est ces montages avec les holdings et des filiales et 35% de 90%. Est-ce que ça ne peut pas être une façon aussi de dissimuler une espèce de dol, justement, pour ne pas avoir à… Enfin, on s'interroge, en fait. C'est eux qui nourrissent, parce qu'après, ils traitent tout le monde de complotistes. Mais ils nourrissent le complotisme ou les soupçons, en fait, avec leurs agissements. Et finalement, ils ont, de façon très habile, depuis la crise sanitaire, un petit peu substitué le concept de conflit d'intérêt ou de lien d'intérêt avec complotisme. Mais
je suis désolée, mais les conflits d'intérêts, ça existe. Ce n'est pas complotiste ou quoi que ce soit de se poser des questions. Ce sont des questions légitimes. Béatrice, on a eu avec Marc Ferracci exactement la même situation. Et la question du conflit d'intérêts s'est posée quand il a été pour la loi travail rapporteur en tant que député de la loi travail. Et être rapporteur, c'est aussi un rôle important de rédaction et de gestion et de mise en œuvre. Et il y a eu Blast qui a fait un dossier sur ce conflit d'intérêts, toujours sur la question de la filiale Secafi, parce que Secafi intervient dans le secteur du travail, et Marc Ferracci a dû démissionner de son statut de rapporteur de la loi travail. Donc, ça n'est pas de l'illusion, ce sont des soupçons qui sont suivis d'effets juridiques et de potentielles conséquences. La question fondamentale, ce sont les chiffres et les dépôts à la haute autorité de la transparence de la vie publique. Ce ne sont pas des élucubrations, ce sont des faits factuels qui peuvent avoir des traductions, soit sur la loi Sapin avec le conflit d'intérêts, soit avec le délit de prise illégale d'intérêts, qui est la traduction pénale du conflit d'intérêts de la loi Sapin. C'est-à-dire que quand il y a conflit d'intérêts, eh bien, on peut être poursuivi pour prise illégale d'intérêts, et il y a eu plein d'élus qui ont été poursuivis et condamnés pour prise illégale d'intérêts parce qu'il y avait une liaison entre leur activité publique et des intérêts personnels. Je précise une chose, c'est que même si Marc Ferracci n'était pas propriétaire de 35% de la holding familiale, le seul fait que son père, Pierre Ferracci, soit propriétaire des autres parts de la holding qui détient une activité dans l'énergie caractérise également le conflit d'intérêts. C'est-à-dire que potentiellement, si même Marc Ferracci n'avait pas été propriétaire de 35% de la holding, il aurait été potentiellement en situation de conflit d'intérêts au titre des participations de son père. Et donc là se pose la question pour un procureur de la République de savoir s'il y a lieu de poursuite à la fois au titre du conflit d'intérêts du ministre pour ses parts qu'il détient, mais aussi au titre des parts que détient son père. Parce qu'il y a un conflit d'intérêts direct et indirect. J'ai bien compris. En fait, on se demande que font, parce que ça, c'est vous qui sortez l'info avec Alexandre Jardin, que font les médias, où sont les journalistes, où sont les journalistes d'investigation. On les cherche depuis la crise sanitaire, les gilets jaunes, wanted, avis de recherche. Ils ont écoutez, là, on est en plein été. J'allais vous demander pourquoi sur les plateaux télé, il y a des spécialistes, des experts en expertise comme d'habitude, comme sur tous les sujets, des experts énergétiques de plateau télé, mais comment se fait-il que ces gens ne parlent pas de ça? Est-ce qu'eux aussi ont des liens d'intérêt? Est-ce que, comme pour les liens d'intérêt des médecins avec les laboratoires pharmaceutiques, il faudrait donner ces liens d'intérêt avant de parler sur un plateau télé? Enfin, qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Pendant ce temps-là, je vais essayer de changer de place parce que la lumière est en train de… Je vous écoute. Non, il faut comprendre que d'abord, on est en plein été et tout le monde est en vacances. Et une grande partie des journalistes. Donc, je pense que cette question va être au cœur des débats parlementaires à l'Assemblée nationale. Parce que Marc Ferracci va devoir soutenir la proposition, la programmation pluriannuelle de l'énergie à l'Assemblée nationale, alors qu'il est potentiellement en situation de conflit d'intérêts. Donc, ça va être forcément un sujet politique de la rentrée. Et ce n'est pas forcément le moment actuellement, puisqu'il n'y a pas de débat parlementaire et qu'on est en pleine vacances. Et donc, c'est normal que des podcasts, que des émissions comme les vôtres viennent justement apporter son lot de résistance au moment où certains médias sont plus en sommeil à cause de l'été. Et c'est tout à fait intéressant
parce que Marc Ferracci, qui a voulu faire son coup d'État énergétique le 1er août en promulguant son décret, et c'est d'ailleurs ce qui a attiré et ce qui a fait qu'on a sorti l'information, pourquoi Marc Ferracci était-il aussi fébrile au point de publier un décret cet été en loose day à un moment où personne n'était censé réagir. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, les médias alternatifs, les médias qui suivent l'actualité tout le temps, eh bien, sont toujours là. Et c'est tout à fait intéressant parce qu'on constate que malgré l'été, malgré la torpeur de la canicule épouvantable que nous connaissons cette année, je le dis avec un peu d'humour, eh bien, tous les canaux d'information alternatifs ont servi à diffuser cette information du potentiel conflit d'intérêts de Marc Ferracci, et de ce fait, le gouvernement a dû reculer et ne pas promulguer le texte. Donc, c'est tout à fait intéressant parce qu'on vit aussi une révolution de l'information pendant l'été où on se rend compte que l'audience des podcasts ou des vidéos comme votre émission, eh bien, ont beaucoup de succès justement du fait des vacances des médias plus traditionnels. Maintenant, pour parler des conflits d'intérêts qui peuvent intervenir par rapport à des spécialistes qui sont en fait des lobbyistes, évidemment que dans le monde de l'énergie, vous avez des personnes qui interviennent sur les plateaux et qui ne font pas de déclaration d'intérêt. Alors moi, je tiens à préciser une chose, je me suis intéressé aux questions de l'énergie parce qu'il y a 17 ans, j'ai eu un projet d'éoliennes, de 13 éoliennes à côté d'une maison que je restaurais. Je n'étais pas destiné dans ma vie, je ne suis pas dans la filière énergétique, à écrire des livres sur le sujet. Je ne savais pas que j'allais faire ça, c'est la vie, c'est le hasard de la vie. Et dans mes livres, notamment Nucléaire, les vérités cachées, que j'ai écrit pendant la crise sanitaire, j'ai bien mentionné que je ne suis financé par personne. Je n'ai jamais reçu d'argent de quiconque et d'aucune industrie. Et quand je parle en mon nom, sans jamais avoir un présupposé financier derrière. C'est très important. En revanche, il y a des personnalités, je pense par exemple à Nicolas Goldberg, qui n'a de cesse de m'insulter sur Internet, et on le comprend bien, qui lui est responsable énergie du think tank d'extrême gauche Terra Nova, qui est consultant du cabinet Columbus Consulting, qui reçoit de l'argent de l'ADEME et de la Direction générale de l'énergie et du climat du ministère de l'écologie. Et on a donc ce cabinet Columbus Consulting, qui a été d'ailleurs étrillé par le sénateur Horizon Vincent Louot. Il touche 5 millions d'euros pour une activité. Et on a Nicolas Goldberg qui va sur les plateaux pour répéter tout le narratif de l'ADEME et de la DGEC. Et jamais il n'est mentionné que Nicolas Goldberg est en réalité un lobbyiste de la DGEC et de l'ADEME par le biais de son cabinet de conseil Columbus Consulting. Et il est présenté dans les services publics comme France Info, France Inter, comme un expert. Il devrait être présenté comme lobbyiste. Et c'est lui qui fait la pluie et le beau temps sur le service public, où on élimine les voies alternatives qui ne donnent pas le narratif officiel du ministère de la transition énergétique ou écologique. Donc effectivement, vous avez raison, malheureusement, beaucoup d'intervenants dans les médias, enfin il y a quand même des médias mainstream qui m'invitent et régulièrement, donc je ne suis pas là-dessus, mais le service public type France 2, C'est à vous, ou ces émissions-là, ou France Inter par exemple, ne daignent pas nous inviter, évidemment. On donne une voix totalement contraire à l'esprit et la lettre de la position gouvernementale. Bon, le temps passe. Je vous avais promis de ne pas trop dépasser. J'ai une dernière question. Et comme ça, vous reviendrez et on parlera peut-être voilà, à la rentrée plus longuement. Mais en tout cas, il y a un système qui se dévoile petit à petit et dont on voit l'hypocrisie hallucinante. Par exemple, la France interdit le gaz de schiste et pourtant,
on importe beaucoup de gaz de schiste et ça rappelle un petit peu ce qui est en train de se passer avec l'agriculture où finalement on interdit aux agriculteurs d'utiliser certains produits, mais on importe des produits de l'étranger là où eux ont utilisé ces produits interdits. Donc, il y a un système donc qu'on comprend qui n'est pas limité à l'énergie et on a l'impression, en tout cas moi j'ai l'impression, donc je vais parler en mon nom, que c'est un système finalement tout ça de siphonnage d'argent public pour des intérêts privés, parfois des intérêts étrangers. On l'a vu tout à l'heure avec les intérêts de l'Allemagne. Et est-ce que ça vous a poussé à rejoindre Alexandre Jardin et le mouvement des gueux? Et voilà, est-ce que vous, pour conclure, en fait, vous pouvez nous parler de ça et de votre démarche? En fait, si vous voulez, le 1er décembre 2024, avec 10 anciens dirigeants de la filière énergétique française, Henri Proglio, André Merlin, Hervé Machenot, qui était directeur exécutif d'EDF, Louis Gallois, Xavier Moreno, Bernard Accoyer, enfin, nous avons pondu et diffusé un texte qui s'appelle « Nous dénonçons », qui est un j'accuse énergétique, où nous dénoncions la gravité de la programmation pluriannuelle de l'énergie. Et cette lettre a eu un retentissement considérable, puisqu'il a contraint et le Sénat de réagir et l'Assemblée nationale. Et en fait, si vous voulez, quand Alexandre Jardin s'est battu sur les zones à faible émission, je suis allé dans ces manifestations et j'ai donné ma touche en expliquant à Alexandre qu'en réalité, dans le continuum du combat sur les ZFE, il y avait la PPE. Et en fait, j'ai énormément de plaisir dans cette agrégation des forces. C'est-à-dire qu'en réalité, Alexandre de la ZFE a compris qu'en fait, tout ça, c'était le pacte vert et qu'il fallait passer au combat contre la PPE. Et d'une certaine manière, eh bien, les gueux, c'est la traduction citoyenne et populaire de ce qu'ont exprimé les hauts dignitaires de notre système énergétique. Et donc, c'est l'alliance, si vous voulez, de la science, de l'expertise, de gens qui savent de quoi ils parlent. Hein, puisque Nicolas Goldberg s'est permis d'insulter certains signataires anciens dirigeants de notre d'EDF et de RTE, réseau de transport d'électricité. Donc, vous voyez à quel point on est. Et donc, c'est l'alliance de cette expertise, de ces grands sachants, de ces grands serviteurs de l'État et du peuple qui subit les conséquences de cette loi scélérate de la programmation pluriannuelle de l'énergie, de cette loi scélérate des zones à faible émission, de cette loi scélérate des diagnostics de performance énergétique. Et donc, c'était tout naturel, en fait, qu'on s'allie et en fait, il y ait une traduction de matière intellectuelle qui permette de nourrir le discours d'Alexandre Jardin sur le combat des gueux. Donc, ça ne terminera pas, puisqu'on le voit sur l'agriculture. Et ensuite, il faut comprendre une chose importante que vous avez soulignée, c'est que nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre, je l'ai écrit dans mon livre « Guerre de l'énergie au cœur du nouveau conflit mondial » sur la question énergétique, mais nous sommes en guerre sur l'agriculture, nous sommes en guerre économique, et en réalité, il y a une énorme naïveté ou complicité ou trahison des pouvoirs publics, parce que derrière certains mouvements écologistes, derrière certains mouvements politiques, il y a derrière la main d'influence de lobbies qui ont intérêt à détruire notre agriculture, parce que si vous détruisez l'agriculture française, ça va bénéficier à d'autres fournisseurs agricoles. Des mains qui font que lutter contre le cheptel et les fournisseurs de viande français, eh ben, c'est assurer le développement de fournitures de viande venant de d'autres pays. Et c'est la même chose pour les voitures électriques. Et donc, c'est tellement considérable. Cette guerre économique est tellement considérable. Elle est aussi sur la guerre numérique, sur les data centers. C'est tellement considérable que, en réalité, aujourd'hui, c'est un véritable combat
de la reprise du pouvoir par le peuple face à une guerre qui ne dit pas son nom. Et en tout cas, l'accélération de l'histoire qu'on est en train de connaître sur l'énergie, sur l'agriculture, sur l'économie, sur l'industrie, sur l'informatique, sur le numérique. Vous avez parlé du gaz de schiste avec, je vous rappelle que dans l'accord entre Ursula von der Leyen et Donald Trump a opposé 750 milliards d'euros d'achat de matières premières énergétiques, dont les matières premières nucléaires. Donc, si vous voulez, tout cela est en train de nous exploser à la figure. Et en fait, il va falloir qu'on retrousse nos manches concrètement, qu'on s'allie, parce que notre pays n'a plus de personnes pour gouverner. C'est un peu surprenant, mais en fait, nous n'avons plus personne à tenir le gouvernail. Nous avons un pays qui n'est plus gouverné à proprement parler et qui se laisse dépouiller par les ennemis de la France dans tous les secteurs. Et en tout cas, l'actualité brûlante le montre tristement. Mais je suis optimiste parce que tant médiatiquement, tant sur Internet, même si la liberté d'expression est en danger, nous réussissons à faire cette résistance citoyenne des temps modernes, cette résistance avec les gueux d'Alexandre Jardin et résistance énergétique avec ceux qui, le mouvement, nous dénonçons, que nous avons initié. Écoutez, vraiment merci. Oui, on le sent tous, on est vraiment au bout de quelque chose, on est à un moment décisif et donc voilà, il ne faut pas lâcher. Et je vous remercie tellement d'être venu. C'est dommage parce que j'avais plein d'autres choses à vous demander, mais on fera ça donc la prochaine fois en septembre quand on pourra. Et voilà, passez de bonnes vacances si vous êtes en vacances. Ne lâchez rien. Merci pour toutes ces informations précieuses et très passionnantes. Voilà. Merci beaucoup, Béatrice. C'est dur, c'est triste, mais effectivement, c'est passionnant et c'est ces moments un peu décisifs qui font renaître aussi un pays. Voilà, et on va gagner. Puis c'est dans les moments difficiles, c'est toujours dans les moments difficiles qu'on voit sur qui on peut compter et qu'on peut faire un petit peu le ménage. Donc voilà, j'espère que le ménage sera fait. En tout cas, je vous remercie. Merci à tous d'avoir regardé cette émission. Bon, la lumière est partout, j'arrive pas à m'en sortir, mais à bientôt dans une prochaine émission. Au revoir. Au revoir.